L'amour, on en parle tout le temps, c'est une des émotions les plus puissantes qui soit, mais est-ce qu'on la comprend vraiment? On va mettre la poésie de côté un instant pour plonger au cœur de la machine, notre cerveau. On va voir ensemble ce que la science nous dit sur ce qui se passe quand on tombe amoureux. On a tous cette image de l'amour qui vient du cœur, n'est-ce pas? C'est une belle métaphore, mais la réalité scientifique est un peu différente. En fait, les données sont claires. Le cœur n'a rien à voir là-dedans. L'amour romantique, le vrai, l'intense, eh bien c'est une affaire qui se joue à 100% dans le cerveau. C'est un processus biologique incroyablement complexe. D'accord, mais alors concrètement, qu'est-ce que les neurosciences nous disent sur le fait de tomber amoureux? Comment ça marche exactement? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un événement unique et soudain. Des scientifiques, comme l'équipe du docteur Helen Fisher à l'université Rutgers, ont montré que c'est plutôt un voyage qui se déroule en 3 grandes étapes, chacune avec son propre cocktail chimique. Alors, quelles sont ces 3 étapes? D'abord, il y a le désir, notre pulsion la plus basique. Ensuite vient l'attirance, cette phase où l'autre personne occupe toutes nos pensées. Et enfin, il y a l'attachement, le moment où un lien solide et durable se crée. C'est cette feuille de route qu'on va suivre. Allez, on commence par la première étape, la phase de désir. Là, on est vraiment dans le primal, dans notre biologie la plus fondamentale. Tout est guidé par un besoin qui nous dépasse, le besoin de se reproduire. Et qui sont les chefs d'orchestre à ce stade? Principalement 2 hormones sexuelles. Chez les hommes, c'est la testostérone qui met le feu aux poudres en augmentant la libido. Chez les femmes, ce sont les œstrogènes, et le désir atteint d'ailleurs souvent son pic pendant l'ovulation. C'est la mécanique de l'évolution pure et simple. On passe maintenant à la deuxième étape, l'attirance. Et là, attention, accrochez-vous. C'est le moment où les choses deviennent vraiment intenses. Les scientifiques parlent d'une véritable tempête de neurotransmetteurs qui déferlent sur les circuits de la récompense de notre cerveau. Le premier ingrédient majeur de ce cocktail, c'est la dopamine. On la surnomme l'hormone du bien-être, mais son rôle est plus précis. Elle est liée à la motivation, au désir ardent. C'est elle qui nous pousse à vouloir être avec l'autre, qui nous donne cette énergie folle et ce sentiment d'euphorie rien qu'en pensant à cette personne. Vient ensuite la norépinéphrine. On a tous connu ça, le cœur qui bat 100 à l'heure, les mains moites, l'appétit coupé, impossible de dormir. Eh bien, la responsable, c'est elle. Elle met notre corps dans un état d'hypervigilance, d'où tous ces symptômes physiques si caractéristiques. Et puis il y a la sérotonine, et là c'est fascinant, parce que contrairement aux autres, son niveau chute. Et cette baisse est directement liée aux pensées obsessionnelles. C'est pour ça qu'au début d'une relation, on n'arrive plus à penser à autre chose, la personne envahit notre esprit. C'est un mécanisme qu'on retrouve d'ailleurs dans certains troubles obsessionnels compulsifs. Et tout ça, ce n'est pas juste de la théorie, on le voit littéralement. Des IRM du cerveau de personnes amoureuses ont montré quelque chose de spectaculaire. Les zones de la récompense s'illuminent, elles s'activent de manière explosive, juste en voyant une photo de la personne qui les attire. C'est la preuve en image de cette fameuse tempête chimique. Bon, après cette euphorie, cette tempête, vient la 3e et dernière étape, l'attachement. C'est le moment de la transition. On passe de la passion dévorante des débuts à un lien plus calme, plus profond, celui qui est essentiel pour qu'une relation dure dans le temps. Comment se fait ce passage? Au début, c'est la fête de la dopamine, l'excitation est à son comble. Mais cet état ne peut pas durer éternellement. Les études suggèrent qu'après un certain temps, qui peut être de quelques années, le circuit de la dopamine se calme. Et c'est là que 2 autres hormones entrent en jeu, l'ocytocine et la vasopressine, pour construire un autre type de connexion. Alors, qui sont-elles? Il y a d'abord l'ocytocine, qu'on surnomme l'hormone des câlins. Elle est libérée pendant les contacts physiques et elle renforce le sentiment de proximité et de confiance. Mais attention, elle a aussi une face cachée et peut amplifier la jalousie. Et puis il y a la vasopressine, libérée notamment après un rapport sexuel, qui jouerait un rôle clé dans le renforcement des liens sociaux et l'encouragement des relations monogames. Passons maintenant aux preuves tangibles de cette adaptation du cerveau, parce qu'on peut littéralement voir les circuits cérébraux se réorganiser à mesure qu'une relation évolue. C'est ce que nous montrent les études d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Prenez cette étude de 2009 par exemple. Ils ont utilisé une échelle de l'amour passionné pour quantifier l'intensité des sentiments. Et les résultats sont clairs. Le score moyen des participants est passé de 119 au tout début de leur relation à 108 6 petits mois plus tard. Ça montre bien que l'intensité de la passion initiale tend à s'adoucir. Et le plus incroyable, c'est ce qu'ils ont vu dans le cerveau. Au début, une zone riche en dopamine, le noyau codé, s'allume comme un sapin de Noël. C'est la zone de la récompense. 6 mois après, l'activité dans cette zone a diminué. Par contre, une autre zone s'active davantage, le gyrus singulaire, qui est lié à l'émotion et à l'attachement. On voit le cerveau passer du mode récompense au mode lien. La question qui tue, c'est donc, maintenant qu'on sait tout ça, est-ce qu'on peut agir? Est-ce qu'on peut consciemment influencer cette chimie pour que nos relations durent et s'épanouissent? Et la réponse semble être oui, au moins en partie.
Les psychologues donnent quelques pistes. Pour garder la dopamine active, il faut de la nouveauté, faire des choses nouvelles et excitantes ensemble. Pour l'ocytocine, c'est l'intimité qui prime, le contact physique, les confidences. Bien sûr, il faut aussi faire la part des choses et ne pas confondre le désir initial avec un amour profond, et enfin garder une part d'indépendance est crucial pour l'équilibre de la relation. Finalement, tout ça nous amène à une question un peu vertigineuse. En connaissant toute cette mécanique, est-ce que l'amour est un sentiment magique, inexplicable, ou est-ce que c'est juste un programme biologique extraordinairement bien ficelé? La réponse se trouve sans doute quelque part entre les deux, à cet endroit précis où notre biologie rencontre notre conscience. Voilà qui donne à réfléchir.